Passons maintenant à la métaphysique cartésienne. Comment Descartes conçoit sa métaphysique? Pour lui, la métaphysique, le but de la métaphysique, c'est de connaître les fondements de la physique. C'est un but utilitariste, c'est-à-dire que ce n'est pas une finalité. Pour Aristote et les anciens, la métaphysique était une finalité. Descartes dit non, la métaphysique n'est pas une finalité, c'est un moyen pour connaître la physique, pour connaître le monde qui nous entoure de manière physico-chimique. On conçoit souvent sa pensée, je ne sais pas si ce schéma est de lui, mais on conçoit la pensée cartésienne en métaphysique, notamment le lien entre la métaphysique et les autres sciences, sous la forme d'un arbre. On peut voir que les racines sont la métaphysique, le tronc c'est la physique, et les branches sont la médecine, la mécanique et la morale. Comme si tout partait de la métaphysique pour s'extraire dans la physique, et enfin être utilisé dans la médecine, la mécanique et la morale. Descartes avouera lui-même aller contre Aristote, et contre toute la scolastique, qu'elle soit platonicienne, augustinienne ou thomiste. La métaphysique n'est plus une fin mais un moyen. Pour Descartes, il faut remplacer la métaphysique d'Aristote par une métaphysique qui explique que le monde matériel n'est que de l'étendue, de la géométrie, du mesurable, des rapports de force quantifiables. C'est l'aspect scientiste qui va dominer puisqu'il va appliquer une méthode mathématique à un raisonnement rationnel, ce qui est forcément la séparation des formes, de la matière, de la qualité, de la quantité, en ne concevant plus qu'un monde comme de l'étendue, comme du mesurable. On a souvent parlé de Descartes pour la question du doute. Alors le doute cartésien n'est pas le doute du philosophe qui va douter de tout, ce n'est pas un scepticisme. Le doute cartésien est plutôt une saine approche, en fin de compte, de la pensée, c'est-à-dire le moment de se dire attention, qu'est-ce qu'on me raconte, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. C'est toujours cet esprit de chercheur et de recherche. Le problème, c'est que Descartes va se circonscrire, encore une fois, à sa méthode, et le doute sera un doute méthodique. Le doute cartésien est là pour épurer la pensée. Et il n'est pas sceptique, comme nous l'avons dit. Il faut douter de tout pour trouver le vrai. Cependant, Descartes se contredit un petit peu parce qu'il dit qu'il y a certaines idées évidentes dont on ne peut pas douter. Par exemple, le jeu, le fait de penser, etc. Deux choses sont exemptes de doute. La religion, puisque c'est une donnée à part. Elle tient son autorité d'une révélation surnaturelle. Et la morale, parce que la morale a un but uniquement pratique. Il faut toujours une morale pour vivre le mieux possible, même si elle est fausse. C'est une morale utilitariste. Descartes a une conception utilitariste de la morale. Nous le verrons à la fin de ce cours. Le doute ne peut affecter les évidences, comme le cogito. Alors vous voyez quand même que la pensée cartésienne a beau se vouloir mathématique, rationnelle et vouloir douter de tout pour pouvoir se construire à partir des évidences premières, mais elle a quand même des règles qui disent non, ça on peut pas en douter, ça on a le droit d'en douter, pas ça, etc. etc. Donc c'est quand même... on dit oui, alors telle pensée est très cartésienne parce qu'elle est vraiment très scientifique, très cracra, mais en réalité quand on s'approche de la réalité et du cartésianisme même, on se dit donc il y a quand même pas mal d'a priori dans tout ça. On ne peut pas donc douter, du cogito. Qu'est-ce que le cogito? On y vient enfin. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est le premier point d'appui de l'esprit, de ma raison. C'est lui-même. C'est l'esprit se sentant penser et donc se sentant être. Le cogito possède une conséquence directe, l'intuition de ce qu'est une évidence et donc de ce qu'est la vérité. Si ma première évidence c'est le fait que je pense, et comme je pense je suis, qui sont en fin de compte deux évidences, ça me prouve d'autres choses, ça prouve qu'il y a la vérité quelque part, parce que c'est vrai que je pense donc je suis, et ça pose aussi cette notion d'évidence, c'est une évidence que je pense donc je suis. Donc on voit que Descartes construit tout de suite sa pensée à partir de son premier élément, qui est le cogito. Le je qui pense. Je sais que je suis, mais je ne sais pas encore qui je suis. Il y a donc identité entre le je et la conscience de notre propre pensée. Le moi est une substance dont toute la nature est de pensée, dira Descartes. C'est pour cela qu'il y a une métaphysique cartésienne. Descartes ne remonte pas qu'au phénomène, mais il va jusqu'à l'être. Et c'est pour ça qu'on parle de métaphysique. Rappelez-vous, la métaphysique est la science de l'être en tant qu'être. Lorsqu'on va concevoir l'être parce que c'est de l'être, et pas parce que c'est tel être, un chien, un chat, etc. Non, on prendra l'être en tant que c'est un élément constitutif de la réalité que nous allons analyser. Le moi est une âme,
Un pas de plus dans la pensée cartésienne, un esprit en acte de pensée et non le principe vital aristotélicien. Pour Descartes, l'âme, c'est pas le principe vital, c'est pas ce qui fait qu'on est en vie, c'est pas ce premier moteur de l'être humain ou de tout être vivant qu'Aristote et les anciens nommaient l'âme. Non, pour Descartes, l'âme, c'est la raison, c'est ce truc-là en nous qui dit cogito ergo sum. À ce stade du raisonnement, on est sûr de l'existence de l'âme, mais pas du corps. Et ce problème sera récurrent dans tout le cartésianisme. Je suis sûr que je pense donc je suis, puisque je me sens penser et je me sens être, mais est-ce que je suis sûr d'avoir un corps ? Rien ne me prouve que j'ai un corps, rien ne me prouve que la matière existe, qu'il y a une matière solide quelque part. Non, puisque je suis encore enfermé dans mon propre cogito. Cependant, Descartes pense que l'âme étant indépendante du corps est immortelle. L'âme elle-même ne semble pas avoir besoin d'autre chose pour vivre, puisqu'elle va penser, et c'est pas le corps qui va faire qu'elle va penser. Donc, forcément, elle est indépendante, et puisqu'elle est indépendante, elle sera immortelle. Le corps peut mourir, mais l'âme va survivre. Voilà la démonstration de l'immortalité de l'âme chez Descartes. Puisque la pensée naît en nous, il faut convenir que l'âme possède des idées innées. Et ça, c'est un autre point fondamental du cartésianisme. Les idées sont déjà en nous, elles sont gravées en nous, il nous suffit de les découvrir. Ce point vient du platonisme et a été transmis notamment par l'augustinisme. Par exemple, nous pouvons citer le cogito, le moi, le vrai, l'évidence, les 4 notions que nous avons déjà vues. L'existence de Dieu, point d'ancrage, non pas fondamental, c'est le cogito qui fonde la pensée de Descartes, mais c'est l'idée de Dieu qui va ancrer la pensée. Descartes nous propose 3 preuves de l'existence de Dieu qui se réduisent en fait à une seule explicité. En suivant sa méthode, bien sûr. L'idée d'un être parfait. Si nous avons l'idée d'un être parfait, il y a forcément des conséquences. D'où vient cette idée de parfait, sinon qu'elle est causée par un être parfait ? En effet, un être imparfait, puisque nous sommes imparfaits, puisque nous ne connaissons pas tout, ne peut produire de lui-même l'idée de perfection. Donc il y a quelque chose qui est parfait, quelque part, qui nous a insufflé cette idée en nous. C'est Dieu. Première preuve. Deuxième preuve. Je suis imparfait puisque je doute. Mais l'idée de parfait que je possède est déjà une perfection. Donc, ne pouvant me la donner à moi-même étant imparfait, elle me vient forcément d'un être parfait. C'est la cause de l'idée de parfait cette fois-ci qui va prouver l'existence de Dieu pour Descartes. Troisièmement, c'est la fameuse preuve ontologique qui sera reprise par Kant et qui était déjà en germe chez saint Augustin. La preuve ontologique, l'existence est une perfection, donc l'être parfait dont j'ai l'idée existe, sinon il ne serait pas parfait. Dieu ne serait pas parfait s'il n'existait pas, donc il existe. C'est un peu un calembour, mais dans la pensée cartésienne, qui se situe uniquement au niveau d'une méthode rationnelle, et qui est un retournement de la pensée en elle-même, et bien forcément, on ne va pas aller chercher des preuves extérieures, comme le fait Aristote, de l'existence de Dieu. Aristote remonte aux causes, vous voyez, s'il y a un mouvement, il y a forcément un premier moteur qui a créé ce mouvement, etc. Donc si on remonte, on ne peut pas remonter dans l'infini des moteurs, parce que sinon il n'y a pas de moteur du tout, il n'y a pas de premier mouvement. Il faut un premier mouvement, donc il y a un premier acte qui a posé le premier mouvement, et cet acte c'est Dieu. Voilà l'une des démonstrations aristotéliciennes de l'existence de Dieu. Et bien Descartes, lui, non, il dit non, on ne peut pas sortir de l'esprit, nous sommes dans l'esprit, rien ne nous lie au corps a priori, donc pour prouver Dieu, il faut voir ce qu'on peut trouver dans les idées. Que penserait Aristote et l'école aristotélico-thomiste d'une pensée cartésienne ? Même si elle est postérieure, on peut quand même utiliser les principes de l'école pour essayer de critiquer, au sens philosophique, cette pensée. On ne peut passer d'un raisonnement intellectuel à un être réel. Une idée n'en restera jamais plus qu'une idée. Ou alors il faut concevoir que Dieu n'est que le Dieu du monde des idées et que nous sommes enfermés dans un monde virtuel qui est notre propre idée. Ça se trouve, nous sommes tout seuls dans l'univers, il n'y a même pas d'univers, il n'y a qu'une pensée, c'est moi-même. Vous voyez, le cartésianisme ne pourra jamais franchir cette barrière en passant du moi intérieur au moi extérieur à la conception du monde. C'est pour ça qu'il a une pensée, en fin de compte, qui est idéaliste. Par contre, avec la méthode d'Aristote, on peut proposer 5 preuves de l'existence de Dieu, que nous verrons lorsque nous étudierons ce qu'on peut appeler la théologie naturelle, ou comme l'appelait Leibniz, la théodicée, par le mouvement, l'efficience, la contingence, la finalité et les degrés de perfection. Mais nous réservons cela à un autre cours. La conception du monde.
Nous voilà à la grande question. Mais la philosophie sert à comprendre le monde. Or, le cartésianisme nous enferme en nous-mêmes et ne nous permet pas de le concevoir. Le monde existe-t-il? L'idée d'étendue semble innée dans l'homme, puisqu'elle est claire et distincte. C'est une idée claire et distincte, les fameuses évidences du début de la méthode. Donc pour Descartes, l'étendue, c'est clair et distinct. Or, seuls les corps sont étendus, donc les corps existent. Voilà comment Descartes va prouver l'existence des corps. Mais ça ne nous renseigne en rien sur le lien qu'il y a entre les corps qui sont censés exister, parce qu'on a l'idée des corps, et notre esprit. Comment est-ce qu'on va pouvoir intelliger, ce n'est pas un mot cartésien ça, mais comment est-ce qu'on va pouvoir intelliger les corps qui nous entourent, les faire rentrer en quelque sorte dans notre esprit. De là, Descartes remonte au fait que Dieu nous tromperait si les corps n'existaient pas. C'est un résumé très succinct de sa pensée, parce qu'on ne peut pas non plus exposer le cartésianisme en 1 heure ou 2. Cela reste dans le domaine de la pensée, comme nous l'avons dit. Les corps sont des déterminations de l'étendue, les qualités sensibles, les couleurs, etc., n'existent pas telles que nous les sentons, mais elles possèdent un fondement réel, la figure et le mouvement. Donc pour Descartes, une fois de plus, le monde se ramène à des conceptions mathématiques et physiques.